Ouais, ça rentre de moins en moins, Nicolas, hein, donc je pense que On va y aller, hein. ouais. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc à ce webinaire consacré à la sensibilisation des patients à la vaccination. Donc, comme vous le savez toutes et tous, la vaccination prend une place importante pour tout le monde, hein, aussi bien pour les citoyens, mais aussi pour les pharmaciens, hein. Les pharmaciens n'ont pas loupé l'objectif. Ils se sont consacrés corps et âme dans ce nouveau service qu'on peut offrir aux patients. Alors, on a commencé à travers les centres de vaccination, hein, avec les pharmaciens experts. On a continué et on continue encore à former plus de 1400 pharmaciens à la vaccination proprement dit, au geste de la vaccination, qui pourra, j'espère, un jour se faire, mais bon, ça a l'air de se préciser de plus en plus en officine, et avec le contexte actuel, ils auront besoin de nous pour vacciner. Mais un des pans importants de la vaccination, c'est évidemment le taux de couverture qui doit être conséquent. Et pour cela, eh bien, il faut sensibiliser ces patients à se faire vacciner. Le pharmacien est quand même un des acteurs de soins le plus en contact avec la population. Tout le monde n'a pas de médecin généraliste, mais tout le monde a certainement est au moins rentré une fois dans une pharmacie. Le chiffre qui parle, hein, c'est 500 000 patients passent la porte d'une officine tous les jours. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut rapidement toucher une grande tranche de la population et rendre service et jouer notre rôle pour la santé publique. Alors ce soir, eh bien, Charline Leenaerts et Stéphane Timperman vont nous montrer de manière plutôt pratico-pratique comment sensibiliser nos patients à la vaccination. Ils vont nous montrer le matériel qui est mis à votre disposition, matériel que vous pouvez retrouver sous la rubrique vaccination, sensibilisation du site APB, mais aussi via vos softwares. Donc, dans les softs, on va retrouver un pop-up et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Un pop-up qui donnera la possibilité au pharmacien de voir si le patient a été vacciné, s'il a reçu sa lettre de convocation, etc., s'il a sa première ou à sa deuxième dose, et ainsi rentrer en contact avec lui et l'aider à poursuivre le schéma de la vaccination contre la COVID. Vous retrouverez aussi des réponses aux questions les plus fréquemment posées, et nous aurons aussi l'occasion d'entendre Vincent Iserbitz, qui est psychologue spécialisé en sciences du comportement et qui pourra sans doute aussi fortement nous aider à répondre à nos patients. Et enfin, en fin de soirée, toutes les questions pourront être posées à nos animateurs de ce soir. Je laisse donc la parole maintenant à Charline pour la suite de notre webinaire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais juste d'abord commencer par une petite présentation de la soirée de ce soir. Donc, on va commencer par une brève introduction et vous présenter les résultats du baromètre de vos motivations pour la vaccination. Aussi, vous présenter la stratégie et la planification de la vaccination et voir où on en est exactement au niveau du plan de vaccination actuel et les différents outils qu'on peut mettre, qui sont à votre disposition pour l'instant, aussi bien sur les sites internet que des webinaires qui sont en ligne. Ensuite, ce sera Stéphane Timperman qui va vous parler des pop-up dans le logiciel qui vont vous aider à enregistrer les réponses de vos patients et à les sensibiliser à la vaccination.
Et puis, je vous présenterai le petit carnet que nous avons mis au point, qu'on appelle le Flipbook. En fait, c'est un outil qui va permettre de présenter des informations visuelles à vos patients et vous permettre également de répondre de manière scientifique aux questions qui sont les plus fréquemment posées aux pharmaciens. De brèves techniques de communication vous seront également communiquées. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Vincent Isorbit et Olivier Klein, qui viennent tous les deux un de l'UCL et l'autre de l'ULB, sur les aspects psychologiques dans la relation de communication avec votre patient. Donc ça s'annonce très intéressant et très didactique. Et enfin, une séance de questions-réponses. Alors, pour commencer, je vous demande votre participation. Afin de rendre la soirée un petit peu didactique, je vais vous demander de voter sur cette petite question qui vous est posée. Donc, avez-vous l'impression que la plupart des patients sont convaincus par la vaccination? Alors, je vous invite à utiliser le vote via Zoom. Normalement, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte dans votre écran et vous pouvez répondre à la question. Il y a une deuxième question qui suit. Je ne sais pas si tout le monde la voit, mais voilà, je pense que tout le monde a presque voté. Alors, j'ai officiellement à peu près 60 pour la deuxième réponse, donc plutôt pour. Donc, avez-vous l'impression que la plupart des patients sont convaincus par la vaccination? Plutôt pour, donc c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Et il y a 35 qui ont répondu 50-50. Seulement 7 ont répondu pas vraiment. Et alors, ce qui est très rassurant, c'est que personne n'a répondu non. Donc, on est sur la bonne voie. Et alors, à la fin de ce webinaire, je veux être capable de convaincre les patients suivants. Et alors, dans le choix de patients qui vous était soumis, c'est le deuxième choix qui remporte le plus de voix. Donc, je ne suis pas un anti-vaccin, mais pourquoi est-ce que je dois jouer le rôle de Kobe? Voilà. Je pense que je ne sais pas si vous voyez les résultats. Je peux les, voilà, je peux les partager. Et je vais terminer ici les petites enquêtes. Comme ça, on va pouvoir passer dans le vif du sujet à la présentation. Donc, c'était la deuxième question. Et alors, je vais maintenant passer la parole au professeur Vincent Isorbit qui va en fait nous proposer de présenter les résultats du baromètre de motivation qui a été mis au point en collaboration avec lui-même et d'autres universités, dont l'Université de Gand, l'Université de Bruxelles, donc l'ULB, et l'Université de Louvain. Voilà. Merci beaucoup. Vous Vincent, c'est à m'entendez, vous. Charline? Oui. Oui. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir de participer avec mon collègue Olivier Klein de l'ULB à ce webinaire. Et l'idée, c'est de voir un petit peu dans un premier temps comment la population réagit par rapport à la vaccination et en particulier aussi par rapport aux personnes qui sont susceptibles de leur recommander cette vaccination. Et donc, la dia suivante montre un premier lot de résultats concernant une étude toute fraîche que vous verrez peut-être demain plus en détail dans vos quotidiens préférés si vous lisez Le Soir ou Sud Presse. Les données viennent d'être récoltées le week-end passé sur un échantillon de plus de 15 000 personnes et vous voyez que
de mars 21 au 30 mars, pardon, vous avez des chiffres qui sont tout à fait en dernière colonne, tout à fait encourageants, de 68% en moyenne dans la population qui sont ou bien certainement sans hésitation, ou bien probablement désireux de se faire vacciner. Et vous voyez qu'au fil du temps, cette acceptation de la vaccination a initialement été relativement basse, on était aux alentours de 55%, et puis on a augmenté assez vite au mois de janvier quand on a commencé à voir se concrétiser la possibilité de se faire vacciner. Et cette intention de se faire vacciner restait plutôt stable au cours des derniers mois. C'est rassurant aussi de voir que l'épisode AstraZeneca de la période du 11 mars au 20 mars n'a pas eu un impact extraordinairement important sur l'intention de se faire vacciner dans la population. Il y a toutefois un petit bémol à apporter, c'est que du côté francophone, la propension à se faire vacciner est un peu plus faible. On atteint seulement 63%, ce qui est évidemment en deçà de ce qui est requis pour la couverture vaccinale minimale que l'on attend. Dia suivante. Voilà. Alors, il y a évidemment certaines différences au sein de la population. L'intention de se faire vacciner varie quelque peu selon l'âge et sans grande surprise, les personnes plus âgées ont davantage tendance à se faire vacciner, à vouloir se faire vacciner. Et c'est du côté des jeunes adultes que l'on a ensuite le deuxième contingent. Les 18-35 ans sont quelque peu réticents par rapport aux plus âgés. Et en queue de peloton, on a la population intermédiaire de 36 à 55 ans. On a effectivement également des données qui montrent que les personnes plus instruites ont un comportement plus ouvert à l'égard de la vaccination. Mais à ce stade, il est évidemment difficile de cerner un profil type. Je pense que ce n'est pas l'ambition de cerner ce profil à ce stade-ci, mais plutôt de se préparer à une gamme large de personnes qui pourraient se présenter dans vos officines. Slide suivante. On voulait vous montrer ceci pour montrer que sur l'ensemble des personnes qui interviennent dans la crise que nous connaissons, si on demande aux répondants quel est le degré de compétence, entendu ici au sens large, et quel est le degré de bienveillance que l'on accorde aux politiciens, aux personnes qui sont déjà vaccinées, aux experts qui nous entretiennent au sujet de la pandémie, ou aux personnes, aux intervenants en première ligne, et on entend par là les médecins généralistes, les pharmaciens, le personnel infirmier. Nous avons mis ces différents éléments ensemble parce qu'il y a extrêmement peu de différence entre ces différentes catégories. Vous voyez que c'est véritablement le groupe qui jouit de la plus grande appréciation de la part du grand public. Compétence et bienveillance sont réunis chez ces personnes. On a d'ailleurs à l'extrême opposé la difficulté en matière de confiance à l'égard des politiciens que vous notez également. Slide suivante et dernière de cette partie de l'exposé. Pour être un tout petit peu plus précis, une collecte de données plus ancienne que nous avions effectuée dans ce même baromètre montre que les pharmaciens en général sont extrêmement hauts dans les sources considérées comme dignes de confiance par la population, juste derrière le médecin généraliste et à l'époque de cette prise d'information au-dessus des experts, mais cette différence est accentuée au fil du temps. Donc les pharmaciens et les médecins généralistes restent vraiment dans l'échappée, si je puis dire, en matière de confiance. Voilà, je pense que ça clôture cette partie-là qui table sur des données qui proviennent du baromètre de motivation. Pardon? Je pense qu'il y avait quelqu'un qui parlait, mais... Ah, pardon. Voilà. Mais merci beaucoup, professeur Isovic. C'était très intéressant et surtout très à jour, puisque ce sont des données qui viennent de paraître il y a 2 jours, hein, c'est ça? Donc, ça fait évidemment plaisir de les voir en primeur ce soir. Et j'enchaîne pour de clarifier le rôle de la vaccination anti-Covid-19 et ce pour toute la première ligne. Donc le but ici, en tant que
prestataires de soins en première ligne, donc les pharmaciens, les médecins généralistes et les infirmiers, c'est d'aller sensibiliser la population et de les sensibiliser à l'importance de se faire vacciner contre le Covid. En cas de résistance ou de questions de la part du patient, c'est d'aller en fait déterminer pourquoi il ne veut pas se faire vacciner, quelles sont ses questions, quelles sont ses craintes, essayer de donner des informations supplémentaires en s'appuyant sur son rôle d'expert, donc à l'aide d'informations scientifiques qui sont fondées et tout ça en tant que prestataire de soins de santé, donc grâce à la relation de confiance que vous avez déjà établie avec vos patients auparavant. Et vous pouvez également jouer un rôle de soutien. En tant que prestataire de soins, vous êtes bien informé de la procédure d'appel à la vaccination pour le Covid-19. Donc, vous pouvez les aider à aller s'inscrire, par exemple, pour réserver leur rendez-vous dans un centre de vaccination. Pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, vous pouvez les aider à confirmer leur rendez-vous. Et également peut-être aussi les aider à mettre en place un moyen de transport, les renseigner tout simplement sur les moyens pour se rendre au centre de vaccination. Donc ça, c'est aussi un rôle très important à jouer en tant que, prestataire de soins et évidemment la, fameuse vigilance pardon, avec surveillance des effets secondaires. On vous demande évidemment d'être attentif aux effets secondaires qui pourraient, survenir lors d'une vaccination et de faire en sorte que ces effets secondaires soient rapportés de manière correcte à l'agence des médicaments. Donc le rôle du pharmacien, plus spécifiquement, dans cette vaccination, dans cette campagne de vaccination anti-Covid-19, c'est d'aller donc sensibiliser à l'officine, de soutenir et de jouer le rôle de pharmacovigilance. Alors, où en sommes-nous dans cette campagne de vaccination? Nous venons de terminer la phase 1A qui ciblait la vaccination centralisée, donc la vaccination dans les collectivités avec une priorité pour les groupes à risque également. Aussi pour les prestataires de soins de santé. Donc normalement, la plupart des prestataires ont été vaccinés jusqu'à présent et nous venons de commencer la phase 1B avec une vaccination également centralisée. Donc c'est une vaccination qui a lieu dans les centres de vaccination et qui va être ici élargie aux groupes, prioritaires, dont les personnes âgées de plus de 65 ans et bientôt, donc à partir, du 2 avril, si je ne me trompe pas, ça va être soumis au gouvernement, passer à la phase de vaccination des 18-65 ans qui présentent des comorbidités et c'est une, phase qui va aussi se dérouler selon l'âge de ces personnes, qui présentent ces comorbidités. Alors cette vaccination, elle aura lieu dans des centres de vaccination, mais également sans doute grâce à des équipes mobiles et une vaccination à domicile. Et enfin, la phase 2, elle arrivera beaucoup plus tard et permettra d'élargir la vaccination aux groupes à faible risque. Alors ici, c'était juste pour vous présenter, évidemment, ce sont des chiffres à peu près, hein, du nombre de vaccins qui est attendu en Belgique avant la fin avril. Donc on attend, heu, beaucoup plus de doses du vaccin Pfizer et AstraZeneca. Johnson& Johnson ou Janssen va aussi bientôt arriver avec, un bon nombre de doses. Donc, normalement à partir de mi-avril, hein, à partir du 12 avril, on va avoir des doses qui vont être livrées pour, ce vaccin à une dose et Moderna n'a pas encore communiqué de livraison, dans les prochains jours. On espère qu'ils vont aussi, pouvoir livrer, quelques vaccins en Belgique. Alors les outils qui sont mis à votre disposition pour, aller sensibiliser vos patients, c'est, le matériel officiel de la VIC, que vous pouvez retrouver sur ce site internet, la boîte à outils. Qui permettent en fait d'aller motiver et sensibiliser les patients autour de la vaccination. Il y a les folders que normalement vous avez dû recevoir et que vous pouvez mettre à disposition dans les officines. Il y a également des affiches que vous pouvez demander à la VIC et je vous invite à aller les demander parce qu'ils ne l'envoient pas systématiquement, mais vous pouvez demander une affiche et alors ils vous l'enverront, vous pourrez l'afficher à la porte de votre officine. Et c'est une affiche qui a été faite pour tous les prestataires de soins de santé.
Alors, on vous propose ce soir un soutien via un système de pop-up dans le logiciel qui va être présenté par Stéphane Timperman juste après. Et alors, on va également vous mettre à disposition ce fameux petit carnet, donc ce flipbook, qui collecte les 10 questions qui ont été les plus fréquemment posées aux pharmaciens depuis ces quelques semaines. Il y a également des webinaires sur le site de la VIC, un très chouette webinaire qui a été réalisé par Jean-Michel Donnier avec informations sur la vaccination, de nouveau disponible sur le même site, la boîte à outils, et aussi du matériel des CMP, donc des conseils médico-pharmaceutiques, qui ont aussi fait un webinaire sur la sensibilisation à la vaccination. Voilà, je passe maintenant la parole à Stéphane Timperman qui va vous présenter les pop-up dans le logiciel qui vont bientôt être à disposition dans le courant du mois d'avril. Merci Charline. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter le pop-up qui a été créé par le secteur pharmaceutique qui sera intégré dans votre soft à partir de la mi-avril. Ce pop-up vous soutiendra dans la sensibilisation ciblée et sur mesure de vos patients. Il ne manque pas une slide, Charline? Avant? Je croyais qu'il y avait un slide dans cas spécifique. Non, je n'ai que celle-là. Désolée. Non, pas de souci. Donc, imaginons qu'une patiente Rita se présente dans votre officine. Rita est une personne qui a peur des lettres du gouvernement. Donc, elle a reçu une lettre du gouvernement, mais elle n'ose pas ouvrir ses lettres officielles parce que ces lettres officielles sont toujours de mauvaises nouvelles. Mais elle ne savait pas qu'il s'agissait de la convocation à la vaccination. Donc, Rita se présente dans votre officine. Et en fait, grâce à ce pop-up, votre logiciel fera une consultation de la base de données qui s'appelle Vaccination Codes Database, qui contient le statut vaccinal de toute la population belge. Dans cette base de données, Rita sera indiquée comme une personne ayant reçu une convocation. Et c'est à ce moment que vous recevrez dans votre logiciel un pop-up qui vous dira que voilà, cette personne a reçu sa convocation et grâce à ce pop-up, vous pouvez aborder le sujet avec le patient, par exemple pour expliquer comment confirmer le rendez-vous ou pour répondre aux questions que le patient pourrait avoir. Un deuxième cas pour lequel vous pourrez recevoir un pop-up, c'est si le patient a déjà reçu sa première dose d'un vaccin. Donc là, vous pourrez par exemple rappeler la personne de sa deuxième dose. Vous pouvez faire de la pharmacovigilance pour signaler les effets secondaires. Et vous pourrez bien sûr aussi sensibiliser les gens qui hésitent encore ou qui refusent le vaccin. Oui, prochaine slide. Donc, voici à quoi ressemble ce pop-up du type 1. Donc, le pop-up du type 1, c'est le pop-up qu'on reçoit quand le patient a déjà reçu sa convocation, mais pas encore de vaccin. Donc, dans le onglet, c'est assez petit, info, vous voyez en fait l'historique pour ce patient. Donc, première étape, le lancement de l'appel à la vaccination qui a été activé. Et puis, vous verrez dans le pop-up que le patient a déjà reçu un SMS, un message dans son e-box, une lettre par la poste et un email pour le convoquer à la vaccination. Pour des raisons techniques, par contre, ce pop-up ne va pas apparaître dans votre écran de délivrance de votre soft, mais une fenêtre dans votre navigateur Internet s'ouvrira. Donc, il est bien important que vous vérifiez si votre navigateur est compatible et à jour. Le dernier onglet sur ce pop-up, ce sont les informations du patient qui sont cachées par défaut, mais en cliquant la case, je peux aller, oui, alors en cliquant la case, vous verrez le prénom, le nom, et le numéro NIS du patient.
Donc, je vois une question dans le chat entre-temps. Donc, a priori, tous les navigateurs à jour sont compatibles. Donc, il faut juste vérifier que votre navigateur n'est pas un ancien navigateur. Pour traiter le pop-up, il faut choisir une des 5 options dans l'onglet Réponse du patient. Donc, le premier cas, c'est un patient qui est convaincu de la vaccination ou qui a même déjà confirmé son rendez-vous. Quand vous choisissez cette option, le pop-up sera traité et ne réapparaîtra plus. Deuxième cas, un patient qui hésite ou qui refuse le vaccin. Bien sûr, ici, votre rôle est très important. Il faut écouter le patient, essayer de comprendre ses soucis et répondre à ses questions. Si vous choisissez l'option hésite ou refuse le vaccin, le pop-up va réapparaître lors d'une délivrance ultérieure en dehors des 2 semaines qui suivent la délivrance. Troisième option, vous avez une suspicion d'une contre-indication à la vaccination pour ce patient, donc vous allez renvoyer le patient vers son médecin traitant. En cliquant cette option, le pop-up ne va plus réapparaître. Quatrième option, il s'agit d'un patient qui ne vient jamais personnellement à l'officine, donc le dialogue de sensibilisation n'est pas possible avec ce patient. En choisissant cette option, le pop-up ne réapparaîtra plus non plus. Et puis, la dernière option, quand l'entretien n'est pas possible maintenant, donc le pop-up réapparaîtra lors d'une délivrance ultérieure. Donc, en résumé, les 2 options avec les flèches, ce sont les 2 seules options pour lesquelles le pop-up réapparaîtra dans le futur. Pour les 3 autres options, le pop-up sera traité et ne réapparaîtra plus. Voici un exemple d'un pop-up qui réapparaît. Donc là, vous verrez dans l'historique où il y a la grande flèche rouge que quelqu'un a traité le pop-up en indiquant « hésite ou refuse le vaccin ». Donc ici, la deuxième fois, si vous recochez « hésite ou refuse le vaccin », le pop-up ne va plus réapparaître non plus. Et voici le pop-up du deuxième type. Ici, il s'agit d'un patient qui a déjà reçu sa première dose du vaccin. Ici, vous verrez aussi un lien vers le site de l'AFMPS. Donc, vous pouvez demander à votre patient s'il a eu des effets indésirables graves à cause du vaccin. Et là, vous pouvez signaler ces effets indésirables sur le site de l'AFMPS. Vous verrez aussi dans l'onglet Informations quel vaccin le patient a reçu. Dans ce cas-ci, le 19 février, le patient a reçu le vaccin Comirnaty. Et voilà, maintenant je passe la parole à Alain Chaspierre de l'APB qui va parler des aspects de la vie privée concernant ces pop-up. Merci Stéphane. Bonsoir tout le monde. Je crois que c'est important aussi de voir quel est le système et quelle est la législation qui entoure, parce qu'on a énormément de questions là-dessus, à juste titre d'ailleurs. Et donc, clairement, le système de pop-up sera implémenté dans tous les logiciels belges, je dis bien sera. On estime vraisemblablement que dans le courant du mois d'avril, l'ensemble des logiciels auront pu intégrer ce système. Donc, il faut toujours un peu de patience. Voilà, ça nécessite, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui vers les softs et donc c'est un peu en fonction de la programmation, mais ça vient. Sachez que c'est automatique, donc il n'y a pas de besoin de l'activer vous-même. Par contre, si vous le souhaitez et que ça vous ennuie ou pour des raisons qui vous sont propres, vous pouvez demander qu'on désactive le système, mais là, il faut faire une demande à la maison. Sauf une simple demande suffit et là, vous êtes alors opt-out, c'est-à-dire il n'y aura plus de système de pop-up qui va s'allumer chez vous. Alors, bien sûr, Stéphane vous l'a bien expliqué, hein, vous cliquez sur le bouton du pop-up en fonction de la réponse du patient. Donc, vous avez vu qu'il y a des pop-up, notamment accord du patient, contre-indication, ou pour un patient qui n'est pas connu, ou qui passe, qui est juste de passage et que, voilà, ou que la sensibilisation n'est pas possible. S'il est traité dans votre pharmacie,
ça veut dire qu'il ne va plus réapparaître dans votre pharmacie et si le patient va dans une autre pharmacie, il ne va pas réapparaître non plus. Donc, le patient ne va pas être importuné une deuxième fois s'il va dans une autre pharmacie. Donc, c'est quand même important de le savoir que des gens qui sont totalement opposés, qui sont accord et qui ont déjà fait toutes les démarches, on ne va pas les ennuyer systématiquement. S'il y a des contre-indications à la vaccination, bien entendu, on ne va pas chaque fois leur reposer la question et ça, c'est vraiment important de savoir. Par contre, vous avez vu que si vous choisissez l'option demander au patient lors de la prochaine visite, c'est-à-dire qu'il y a une hésitation ou qu'il y a un refus ou que voilà, on sentait qu'il y a une évitation, là, ça va réapparaître, comme Stéphane vous l'a dit, dans les 2 semaines. Et même si le patient va dans une autre pharmacie, le pharmacien sera à même de le sensibiliser également. Dia suivante. Alors, au niveau légal maintenant, en ce qui concerne le GDPR, donc la protection des données, comme acteur de soins, vous avez le droit de consulter le statut vaccinal du patient. Donc, il y a eu un accord en ce qui concerne cette consultation via la database Vaccinet+. Sachez qu'il y a une législation qui va être publiée vraisemblablement dans le courant du mois d'avril concernant le partage des données avec les conventions qui ont été de collaboration notamment entre les régions par rapport au partage des données, et les pharmaciens sont clairement mentionnés, donc il y aura une sécurité juridique évidemment à ce niveau. Et tout récemment, l'autorité de protection des données a rendu un avis positif pour les pop-up qui sont gérés en interne au niveau de la profession, il faut que vous le sachiez, qui ont été développés comme système par Pharmaflux. Donc Pharmaflux, c'est l'ASBL qui gère le dossier pharmaceutique partagé, entre autres. Je vous dis tout de suite que, effectivement, on vit dans un pays avec 2 communautés, parfois 2 mentalités différentes. On sait qu'il y a un peu plus de résistance côté francophone par rapport à cette notion de partage des données de santé. Donc, c'était important de pouvoir vous rassurer sur l'encadrement législatif qu'il y a par rapport à cette mission qui vous est confiée, parce que cette mission a été jugée très importante par les autorités et c'est pour ça que le pharmacien est devenu un acteur de soins majeur dans la sensibilisation du grand public et donc a accès à certaines données spécifiques qui permettent de sensibiliser les patients. Dia suivante. Alors, où est-ce qu'on garde ces données? Alors, sachez que quand vous cliquez sur un pop-up, quel qu'il soit, par rapport à la situation, à la réponse du patient, ça ne va pas rester enregistré dans le dossier pharmaceutique de votre logiciel. Donc, il n'y a pas de données qui restent dans votre pharmacie. Ce n'est pas non plus partagé par le dossier pharmaceutique partagé. Je crois que c'est vraiment important de le savoir. Ce n'est pas comme un CNK qui avait été au départ imaginé. Il y avait toute une liste de CNK et qui pouvait éventuellement être partagé par le dossier pharmaceutique partagé. Ici, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un système qui est enregistré de manière sécurisée sur une database centralisée qui est gérée au niveau de Pharmaflux et les noms des patients n'apparaissent pas, c'est pseudonymisé, donc ça a été tout à fait agréé par l'autorité de protection des données, le système tel qu'il est développé par Pharmaflux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce système? D'abord, pour vous permettre de jouer le rôle majeur que les autorités attendent de nous et nous considèrent d'ailleurs de manière importante par rapport à cette mission. Je pense qu'il est important que les résultats soient gérés par le secteur. Donc, il n'y a pas de résultats qui vont être, enfin, en tout cas très spécifiques, qui vont être partagés avec le gouvernement, mais ça nous aide, nous aussi, et sachez-le, dans le contexte de défense professionnelle pour démontrer votre rôle dans la sensibilisation. Évidemment, tous ces clics sur les pop-up créent qui vont être des données agrégées qui pourront dire les pharmaciens ont contribué de manière massive à la sensibilisation du grand public. Et je crois que c'est bon dans la situation actuelle qu'on puisse encore, par ce biais-là et grâce à cet outil, montrer ce rôle majeur que vous jouez tous les jours dans vos officines. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là pourra être démontré de manière très spécifique. Donc, bien sûr qu'on vous invite à jouer le jeu au maximum. Il y a aussi toute l'approche pharmacovigilance qui est importante. Dans la vie normale, je vais dire, avant Covid,
on constatait que ben voilà, c'était pas toujours, enfin, le nombre de pharmaciens qui notifiaient, le nombre de médecins qui notifiaient de manière globale, hein, n'était pas assez élevé. Et donc, c'est aussi un moyen de montrer ce rôle qui est important dans la pharmacovigilance, surtout avec ces nouveaux vaccins où il est vraiment important d'avoir répertorié de manière très systématique les effets indésirables vécus par les patients. Donc, sachez que Pharmaflux, qui est l'ASBL qui est géré par le secteur, hein, ABB, OFACO, VAN, AUP, s'engage à donner un feedback complet par rapport à ces résultats. Donc, ce sera géré en toute transparence vis-à-vis de vous. Et j'espère vous avoir donné toutes les assurances que, voilà, dans quel contexte cet outil est utilisé, qu'est-ce qu'on fait avec les données. Et vous voyez que toutes les barrières ont été mises pour éviter toute exploitation, je veux dire, autre ou malsaine de ces données. Et c'est vraiment dans le contexte pur jus de ce que je viens vous expliquer. Voilà. Bien sûr, s'il y a des questions, on est tout à fait là pour y répondre par la suite. Merci. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vais enchaîner avec la présentation du carnet dont je vous ai parlé, qui regroupe les 10 questions les plus fréquemment posées aux pharmaciens. Et ce petit flipbook ou carnet, c'est un ensemble de feuilles recto-verso avec des illustrations d'un côté pour le patient et de l'autre des explications pour le pharmacien afin qu'il puisse soutenir sa discussion avec le patient en cas de questions au sujet de la vaccination anti-Covid. Le but ici, c'est d'aller convaincre des personnes qui doutent des vaccins, mais de toujours laisser le choix aux patients en se basant sur des informations scientifiques officielles et fondées. Alors, les conditions pour que ça fonctionne, c'est évidemment le contexte scientifique, mais surtout la confiance en soi du pharmacien. Si vous êtes convaincu de la vaccination, vous pourrez convaincre votre patient. Et ça, c'est très important, c'est que c'est donc pas seulement le carnet qui va pouvoir convaincre, c'est surtout vous, grâce à cette relation de confiance que vous avez déjà construite avec vos patients. Alors, je vous présente ici, c'est la première page de ce fameux carnet. Il va être disponible dès demain ou maximum vendredi sur le site de l'APB dans l'onglet sensibilisation. Donc, vous pouvez l'imprimer à la pharmacie chez vous et le mettre dans une farde à anneaux qu'on peut idéalement disposer sur son comptoir comme ceci. Donc, on a fait une petite photo pour vous montrer comment ça allait se présenter. Donc, d'un côté, ça c'est le côté patient, on aura une image qui va pouvoir illustrer et soutenir la discussion que vous avez avec votre patient. Et de l'autre côté, vous aurez une explication avec du texte pour le pharmacien afin qu'il puisse répondre et avoir tous les éléments de réponse pour son patient. Alors, si je vous montre donc l'exemple du carnet, donc ça c'est la photo qu'on vient de voir, c'est l'image qui va être présentée au patient. Donc, typiquement ici, c'est sur l'utilité de la vaccination dans une population. Et ça, c'est le côté pharmacien avec la même image et un petit texte à côté qui va vous permettre de soutenir la discussion et d'avoir tous les éléments de réponse nécessaires. Alors, un autre exemple, c'est ici voilà, comment fonctionne un coronavirus. Ça, c'est l'image côté patient qui va être présentée avec voilà, un soutien visuel et des outils didactiques pour permettre à votre patient de lui expliquer ce que c'est un vaccin, ce que c'est une cellule, la maladie, les anticorps, etc. Et alors, de nouveau, ici, le côté pharmacien avec la même image qui est reprise et le texte qui va vous permettre de soutenir votre réponse. Alors, je vais juste vous lister les 10 questions que nous avons rassemblées au sein de ce carnet. La première question, c'est: la vaccination est-elle la seule solution pour nous sortir de cette pandémie? Deuxième question: les vaccins n'ont été mis sur le marché que très récemment. Y a-t-il des effets secondaires spécifiques à prévoir? Troisième question: si les anticorps disparaissent rapidement, est-ce que la vaccination a un sens? Et combien de temps pensez-vous que la protection contre la COVID-19 va durer? Est-ce que le vaccin ARN messager affecte la fertilité? C'est une question qui revient assez fréquemment. La rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés ne m'inspire pas confiance. Quelle est votre opinion? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent et pas seulement à l'officine. Qu'en est-il des adjuvants?
Y a-t-il des contre-indications à la vaccination Covid? Et est-ce que la vaccination se déroule en phases successives? Mais je ne comprends pas pourquoi. Quand est-ce que c'est mon tour? Voilà, ce genre de questions pratico-pratiques, j'imagine que vous devez en avoir quelques-unes par jour aussi. Que s'est-il passé avec le vaccin d'AstraZeneca? Pourquoi autant de bruit ces derniers jours? Et faut-il privilégier les vaccins avec un degré de protection plus élevé puisque les firmes font état d'une efficacité différente? Donc, on a tenté de répondre à toutes ces questions avec des outils visuels et également des informations scientifiques qui ont été collectées dans tout un tas de sites officiels. Et je vais juste vous présenter un petit cas pratique avant de céder la parole aux 2 professeurs de psychologie sociale. Ah oui, et ça à l'aide de techniques de communication. Ce sont des techniques de communication qui sont aussi inclus dans le carnet. Donc, à la fin du carnet, vous allez voir les petits conseils qu'on vous donne pour pouvoir communiquer avec confiance et conviction avec votre patient. Le conseil numéro 1, c'est de suivre le rythme du patient. Donc, on vous donne tout un tas de petits conseils en considérant que le patient, c'est un partenaire. Donc, ce n'est pas quelqu'un contre qui vous allez, mais vraiment quelqu'un avec qui vous allez entrer dans le dialogue. Est-ce que le patient a bien compris sa lettre de convocation? Est-ce qu'il a bien tout lu? Quel est son code, et cetera? Donc là, on va vraiment essayer de créer une bonne relation avec son patient. Le conseil numéro 2, c'est de comprendre sa résistance et sa méfiance, d'explorer les obstacles avec lui. Pourquoi est-ce qu'il y a une résistance au vaccin? Est-ce que c'est juste parce qu'il ne sait pas se rendre au centre de vaccination ou est-ce que c'est vraiment qu'il est anti-vaccin? Le conseil numéro 3 qu'on vous donne, c'est de remettre en question cette motivation. Pourquoi et pour qui le patient se ferait-il vacciner? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est plus pour les autres? Et en fonction de son contexte familial que vous connaissez, si c'est un patient qui vient habituellement dans votre officine, c'est d'aller personnaliser en fait la motivation pour nourrir cette idée de solidarité. On vous conseille également donc de fournir des informations supplémentaires et ça fera à l'aide du carnet et des pop-up. Et donc de partir des informations que le patient possède déjà ou a déjà recherchées et de les compléter avec voilà, des informations plus scientifiques. Et on vous conseille également d'adapter vos informations aux questions et aux doutes du patient. Le conseil numéro 5, c'est d'être transparent, donc communiquer toujours honnêtement avec votre patient, soyez ouvert à la discussion, aux informations que vous pouvez connaître, mais ou pas, hein, donc des choses qu'on ne connaît pas encore, pas avoir peur de dire qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on doit se renseigner. Et on vous conseille également, c'est de fournir un petit schéma de médication pour qu'il puisse le mentionner au centre de vaccination, tout en sachant qu'aucun médicament ne contre-indique la vaccination. Voilà, ça c'est les conseils qui sont repris donc à la fin du carnet que vous pouvez imprimer. Et je vais juste vous présenter un petit cas pratique ici avec Catherine qui souhaite tomber enceinte et qui vient dans votre officine aujourd'hui. Non, aujourd'hui, le 3 juin 2021, puisque évidemment, c'est dans la tranche d'âge 18-65 ans sans comorbidité. Alors, Catherine, elle a 31 ans et elle se rend à son officine pour acheter de l'acide folique, puisqu'elle compte avoir un enfant dans l'année qui vient. Enfin, voilà, elle voudrait bien tomber enceinte. C'est un très beau projet. Et pendant l'appel, elle se demande si elle doit se faire vacciner. Elle a tout entendu, tout et son contraire. Elle est un peu inquiète à ce sujet. Il paraît qu'il y a des problèmes sur la fertilité. Elle a lu pas mal de choses sur des forums de grossesse. Voilà, elle est un peu inquiète. Quelle est l'approche à avoir avec elle? Eh bien, elle est préoccupée par la fertilité et elle cherche à être rassurée avec des arguments scientifiques et c'est pour ça qu'elle vient vous poser la question. Donc, si on prend les fenêtres pop-up qui vont apparaître dans le cas de Catherine, j'ai oublié de changer de prénom, Katia, Catherine. Donc, Catherine, elle est convaincue de la vaccination, presque, hein. Mais elle voudrait confirmer son rendez-vous, mais voilà, elle a encore des questions. Donc, on peut cocher, voilà, convaincue de la vaccination et entretien de sensibilisation avec cette jeune femme pour aller répondre à ses préoccupations.
Dans le carnet, il y avait justement une question, hein, je vous rappelle, c'était la question 4, le vaccin ARN messager affecte-t-il la fertilité? Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le carnet que vous avez imprimé et aller lui répondre à ses préoccupations, à ses doutes, grâce aux explications qui sont montrées ici. Donc, par exemple, qu'il y a eu notamment des études qui ont montré qu'il y avait une ressemblance minime entre la syncytine 1, qui est une protéine du placenta, et la protéine S, donc les fameux piquants du coronavirus, mais cette similitude est trop faible pour avoir un effet néfaste sur le placenta. Et c'est des similitudes qui existent, qui ont déjà existé dans la population par le passé, mais ce risque ne concerne pas seulement l'immunité qui est donnée par le vaccin, mais également l'immunité naturelle. Ça veut dire que quand on développe des anticorps au Covid, on risque d'avoir le même effet vis-à-vis du placenta. Or, jusqu'à présent, il y a beaucoup plus de risques de présenter des séquelles de la Covid-19 que de présenter un effet secondaire grave ou à long terme au vaccin. Donc, de un, vous dites que c'est des similitudes qui existent avec d'autres virus, et là, on n'a jamais vu de problème sur la fertilité. Et de deux, il faut bien rappeler que pour l'instant, les effets secondaires du Covid-19 sont toujours plus graves que les effets secondaires du vaccin. Et vous pouvez utiliser également les petits conseils qu'on vous met à disposition, c'est d'aller comprendre la résistance et la méfiance du patient et d'être totalement transparent avec elle en disant oui, c'est vrai, on a vu qu'il y avait une ressemblance entre ces deux protéines. Il y a quelques acides aminés qui correspondent, mais cette ressemblance n'est pas assez significative pour voir qu'il y a un effet sur le placenta. Donc, j'espère que grâce à ça, vous avez pu rassurer Catherine et qu'elle pourra accepter son rendez-vous au centre de vaccination et aller se faire vacciner. Là, je vais maintenant passer la parole au professeur Iserbyt et au professeur Klein pour les aspects plutôt psychologiques dans la relation de communication avec votre patient. Et ils vont vraiment vous donner des outils et des phrases types à avoir pour pouvoir sensibiliser les patients en fonction de leur réaction. Oui, merci beaucoup. Et donc, le point essentiel qu'on va traiter ensemble, je vais me permettre de commencer ce petit bout de présentation et puis je vais donner la parole à Olivier Klein parce que je suis requis ailleurs un peu plus tard, j'en suis désolé. Mais on va parler essentiellement de l'hésitation vaccinale. Comme vous l'aurez compris, une des grosses questions qui nous pose problème dans cette campagne de vaccination, c'est celle des anti-vax. Et donc, je pense qu'il faut un peu essayer de serrer les questions et voir qu'effectivement, les antivax, c'est un peu différent de la question de l'hésitation vaccinale. Diapo suivante. Tu te souviens de Virginie? Oui, Virginie. Comment ça va? Pas mal du tout, du coup. Voilà. En fait, aujourd'hui, alors c'est un article qui date un peu ici, il date de la fin 2020. On parlait à ce moment-là de 20% des Belges qui ne voulaient pas du vaccin contre la Covid. En réalité, aujourd'hui, nos chiffres indiquent que nous avons à peu près 15% de personnes qui sont résolument opposées au vaccin. Donc, on est dans une zone qui devrait en principe nous permettre de toucher une couverture vaccinale suffisante si on parvient à convaincre suffisamment les personnes qui sont à ce jour hésitantes. Diapositive suivante. Alors, la question qui va véritablement surgir, c'est celle de la personne qui vous déclare tout simplement qu'elle ne veut pas se faire vacciner. Et donc, ce que l'on risque de se dire, c'est qu'on est face à une personne opposée au vaccin. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut éviter. Si on fait avancer l'animation, effectivement, il ne faut vraiment pas confondre l'hésitation vaccinale et la position d'anti-vax, c'est quelque chose de très différent. Diapositive suivante. En fait, la distinction est à faire parce que l'hésitation vaccinale, elle est définie essentiellement comme un comportement qui, bien sûr, peut se caractériser par un refus de se faire vacciner ou un retard simplement dans la vaccination, mais ce n'est pas en soi, cette hésitation vaccinale, un état immuable. Premièrement, parce que les gens, en fait, effectivement, peuvent hésiter à un moment et puis changer au fil du temps, mais aussi ils peuvent hésiter pour un vaccin et puis ne pas hésiter pour d'autres vaccins. Et donc, en fait, quand on parle de l'hésitation vaccinale, on pense souvent à la question de la confiance
Mais il y a en fait bien plus que ça. Diapositive suivante. La question qui se pose, c'est que bien souvent, je pense que si vous pouvez avancer l'animation, elle est un petit peu encore. Merci, Charline. Voilà. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle la complaisance. La complaisance, c'est vraiment l'idée que du point de vue de la personne qui est en face de vous, le vaccin n'est pas désirable, tout simplement parce que le mal qu'il est censé combattre ou le risque dont il est censé vous protéger est en fait quelque chose qui n'est pas considéré comme suffisamment sérieux. Les gens sont tout simplement complaisants à l'égard de la Covid. Et donc, ce qu'il convient d'adopter, c'est véritablement essayer de simplement proposer l'information selon laquelle, effectivement, les conséquences de la Covid ne sont pas banales. Les personnes qui ont le même âge que celle qui est en face de vous sont déjà parfois décédées ou souffrent d'effets à long terme. On parle du Covid long. Et ensuite, non seulement la complaisance touche le comportement de non-vaccination pour soi, mais aussi l'absence de réaction pour les autres. L'idée, c'est d'instiller l'information selon laquelle, effectivement, en se vaccinant, on protège tout le monde. Et donc, la question, l'attitude généralement aussi, c'est celle du confort. Si l'animation peut être avancée, parce que voilà. L'autre point, au-delà de la confiance et de la complaisance, c'est celle du confort. En fait, bien souvent, l'hésitation vaccinale n'est pas le fait d'un manque de confiance, mais tout simplement d'une difficulté à se faire vacciner pour des raisons qui peuvent être tout à fait matérielles et conjecturelles. Donc, le fait qu'on puisse aider en tant que pharmacien, pharmacienne, le patient est quelque chose de très important et c'est à ce moment-là que le pharmacien peut proposer son aide, ce qu'il fait, je pense, très souvent, mais ici, on peut y penser plus résolument parce que c'est un aspect important de l'hésitation vaccinale. Et par exemple, dire, si c'est compliqué de vous rendre au centre de vaccination, on peut essayer de chercher des solutions ensemble, essayer de contribuer à cela. Diapositive suivante. Et là, je vais peut-être me permettre de donner la parole à Olivier Klein en vous remerciant parce que je dois malheureusement vous quitter. Merci beaucoup. Alors, bonjour, d'abord bonsoir. Donc, je vais un peu vous présenter ici. Donc, les bulles là que vous voyez sont en fait des possibilités de réaction qu'on peut avoir à des propos de patients. Et donc, en fait, toutes ces affirmations, elles travaillent sur des ressorts psychologiques. Donc, on a vu la confiance, le confort, la complaisance. Ici, les exemples que je donne ici, en fait, on travaille sur la confiance. Et donc, et pourquoi je dis parlez-en à votre médecin ou voici ce que je pense en tant que pharmacienne, mais ça, c'est vraiment, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, ce sont des personnes en qui la confiance, des agents en qui la confiance est la plus élevée dans la population. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, d'utiliser ce ressort-là, en plus, bien sûr, du confort et de la complaisance. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, ça, je pense que c'est un résumé de ce qu'on a dit. Je pense que j'en vais plutôt garder ça peut-être pour vos notes. Donc on peut passer à la suivante. Donc complaisance, confort et confiance, hein, les trois éléments. Alors ici, peut-être quelque chose aussi que je trouve qui semble important pour créer la confiance avec des gens qui hésitent, c'est surtout de ne pas se placer nécessairement en prescripteur qui va vous dire voilà ce qu'il faut penser, mais plutôt donner les faits, donner les informations et mettre la personne dans une position où elle peut décider. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et sur lequel je reviendrai. Et ça, je trouve que c'est une façon intéressante de présenter un des dilemmes, hein, qui est celui des effets secondaires. On sait que les effets secondaires, c'est la principale raison pour laquelle les gens ne souhaitent pas se faire vacciner. Il y a cette application, là, si vous cliquez là en dessous, elle vous permet d'estimer sur 1000 personnes de votre âge
qu'est-ce qui risque de lui arriver si elle a le Covid? Et donc, on voit, ben voilà, sur 1000 personnes, il y en a 99 qui vont décéder au cours d'une hospitalisation. C'est pour des gens, je crois, entre 60 et 69 ans, etc., etc. Donc, 670 qui seront hospitalisés. Et si les mêmes 1000 personnes avaient été vaccinées, ben on voit tout en haut le nombre qui auraient eu des effets secondaires graves. En fait, quasiment pas. 2 auront un effet secondaire grave sur base des données disponibles. Donc, c'est une façon beaucoup plus, je dirais, parlante que de juste dire voilà le pourcentage de cas qui ont ceci, qui ont cela. On voit vraiment ici visuellement ce que ça représente. Diapositive suivante. Alors, face à quelqu'un qui, on peut avancer l'animation, évidemment, ça c'est la chose à ne pas faire, hein, donc d'être dans cette logique de prescription qui consiste à dire vous avez tort, voici pourquoi il faut se faire vacciner, donc ça ne marche évidemment pas. Vous pouvez continuer l'animation. Quelque chose qui est beaucoup plus utile, en fait, qu'il faut faire. Alors, bon, bien sûr, les phrases que je mets sont un peu bateaux, hein, mais c'est le principe qui compte. Ce qu'il faut faire avec des personnes qui hésitent, c'est d'abord créer ce qu'on appelle une identité commune, un terrain commun. Finalement, voir qu'on partage une même vision du monde. Alors ici, c'est une technique un peu de manipulation, si j'ose dire, mais qui peut être utile, qui consiste en quelque sorte, étiqueter la personne, mettre en exergue des valeurs auxquelles on est sûr qu'elle adhère. Et donc, de cette façon-là, elle va être beaucoup plus réceptive à des messages ultérieurs. Vous pouvez avancer. Donc ici, vous êtes le genre de personne qui est très soucieuse de votre santé et du bien-être de vos proches. C'est une façon de créer un terrain commun, aussi de voir finalement pourquoi elle ne veut pas se faire vacciner et exprimer de l'empathie, de la compréhension par rapport à ça. Alors, je dis tout de suite que c'est une suggestion qui peut fonctionner avec des gens qui hésitent, des gens qui sont des fervents opposés à la vaccination. Ben, souvent, ça ne sert pas à grand-chose de discuter en termes de confiance. Hein. Donc, il faut aussi parfois jauger à qui on a affaire. On peut continuer. Donc voilà, ça c'est la technique d'étiquetage. Vous pouvez continuer. Et alors, donc, un des facteurs tout à fait importants, c'est l'identité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'identité sociale? Ben, c'est que les gens qui sont opposés à la vaccination ou même qui hésitent, c'est souvent parce qu'ils sont ancrés dans des collectivités, des groupements dans lesquels c'est quelque chose d'important. Ben, je ne sais pas, moi, par exemple, des gens qui sont très attachés aux médecines naturelles, ben, l'idée du vaccin, vue comme une sorte d'intervention technologique, est très mal perçue. Donc vraiment, là, on a cette nécessité de réfléchir aux gens, de s'adresser aux gens en tant que membres de collectivité. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, un autre ressort qui fonctionne très bien, qui est sans doute le plus puissant, je dirais, pour influencer le comportement, c'est simplement les normes sociales. Voir ce que les autres font. Et donc, pour vous donner un exemple, dans la vaccination, il y a un phénomène qui est très connu, c'est ce qu'on appelle en anglais le bandwagon effect. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a beaucoup de gens qui se font vacciner, les autres suivent souvent de façon un peu, alors là, pas comme des moutons, mais de façon souvent très presque mécanique. On voit des effets d'influence sociale très forts. Et donc, c'est quelque chose qu'à mon avis, les pharmaciens peuvent aussi mobiliser en évoquant des clients ou d'autres clients qui, par exemple, ressembleraient à la personne, auraient le même âge et se seraient fait vacciner et expliquer quelle expérience cette personne a eue. Bon, je donne une autre phrase qui est peut-être un peu bateau aussi, mais donc la grande majorité de mes clients se sont fait vacciner. Donc, c'est des informations sur les normes sociales, mais qui peut aussi se faire par rapport à vous-même. Dès lors que le pharmacien est une source de confiance, ben vous pouvez évoquer votre propre expérience de votre vaccination. Moi, je me suis fait vacciner pour telle et telle raison, etc. Donc, voilà l'exemple que je donne ici. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, ça, c'est vraiment travailler sur les normes sociales, qui est un autre ressort. C'est comme si on avait toute une série de ressorts psychologiques. On peut passer à la suivante. Donc oui, donc ici, c'est vraiment toujours cette idée d'essayer de prendre la perspective de l'autre, cette idée d'empathie, donc se demander pourquoi. Et donc cette idée du pourquoi est vraiment très utile s'il y a un problème de confiance.
ce terrain commun va être particulièrement important à créer lorsque les personnes n'ont pas vraiment confiance dans la vaccination, parce qu'il est vraiment important de se rendre compte qu'on peut prendre la perspective de l'autre, et donc en disant, ben voilà, oui, je comprends que vous ressentiez ça, etc., avant de proposer son propre discours. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, mais c'est nécessaire, sinon on peut vraiment arriver à rien généralement. Voilà. Alors, un autre ressort qui est vraiment intéressant, et donc dans les recherches sur l'hésitation vaccinale, un des facteurs qui prédit le plus l'hésitation vaccinale, c'est ce qu'on appelle la réactance. La réactance, c'est le fait d'affirmer sa liberté, de montrer qu'on n'est pas un mouton en quelque sorte, qu'on ne se laisse pas faire. Et donc, c'est une sorte de réaction à des autorités qui vous demandent des choses. Alors, mon collègue, il dit que pour convaincre ses enfants de manger des choux de Bruxelles, il leur a dit il vous est totalement interdit de manger des choux de Bruxelles. Et donc, ça a été la meilleure manière de leur donner envie. Et en fait, il y a la même dynamique qui fonctionne parfois avec la vaccination. Donc, les gens, finalement, disent « Moi, je ne veux pas me laisser faire, je ne veux pas me faire vacciner. » Et donc, pour le ressort sur lequel on peut jouer là-dessus, c'est bien de leur montrer que la vaccination, ça n'est pas du tout une obligation. Vous êtes totalement libre de vous faire vacciner. C'est totalement votre droit de choix de vous faire vacciner ou non. Pour ma part, je me ferai vacciner pour telle ou telle raison. Donc, idem quand on donne des informations, plutôt que de leur dire vous devez absolument vous faire vacciner, on peut aussi leur dire ben voilà, toute une série d'éléments, et puis sur base de ces éléments, le choix vous appartient. Donc, de cette façon, ils ne se sentent pas contraints, et cette forme de réactance qu'on va observer, il y a moins de chances qu'elle se manifeste. Donc ça, c'est aussi une idée sur laquelle on voulait insister. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, peut-être aussi, bon, alors là, je ne vais pas reprendre tout ce slide parce que je n'ai pas envie de vous donner un cours d'université à 21h30 après une dure journée de travail, mais peut-être quelque chose qui est intéressant dans la vaccination, c'est que souvent, on croit que c'est un manque d'information, mais en fait, souvent, en réalité, moi, le sentiment que j'ai sur base de la littérature sur ce sujet, c'est qu'en fait, il y a d'abord beaucoup d'informations, on parle d'ailleurs d'infodémie, l'OMS parle d'infodémie, mais surtout la façon dont les gens raisonnent par rapport à ces questions-là, ça arrive souvent en second lieu par rapport à une émotion. Il y a un ressenti souvent profond, une sorte de méfiance, de peur, et on va finalement chercher des formes de rationalisation, de justification pour donner sens à ça. Et si on veut juste travailler sur l'information et qu'on ne répond pas à ce sentiment, comme par exemple on le voit avec la réactance, ben souvent nos efforts sont un petit peu voués à l'échec. Donc juste travailler sur les informations, je ne pense pas que ça suffit. Il y a aussi un travail finalement beaucoup plus émotionnel en quelque sorte à faire. Bien sûr, il y a toute une série de biais cognitifs. Un des principaux biais qui est tout à fait évident, c'est que comment est-ce que les gens prennent des décisions en termes de santé? De façon souvent très simple. Est-ce que prendre tel médicament ou faire telle action, ça me fait du bien ou pas? Est-ce que je me sentirai mieux après? Et de ce point de vue-là, la vaccination, ça va contre cette intuition, vu qu'on se sent bien et on est obligé de s'infliger quelque chose qui en plus ne fait pas particulièrement du bien, alors que déjà, on se sent plutôt bien. Donc, subjectivement, finalement, la perception qu'on a, c'est qu'on ne peut que se sentir plus mal que ce qu'on se sent maintenant. Donc, c'est ça qu'on doit combattre, finalement, quand on veut convaincre les gens, surtout hésitants, de se faire vacciner. Voilà, on peut passer à la dia suivante. Voilà, donc ça, c'était un peu ce que je vous ai dit de façon beaucoup plus illustrative. Donc, la norme sociale, c'est vraiment finalement, ce que font les autres, c'est sans doute on a beau se croire très indépendant et autonome, il n'y a rien de plus puissant que de voir ce que font les autres
pour déterminer notre propre comportement. Et donc, c'est aussi un ressort sur lequel on peut travailler. On peut passer à la suivante. Oui, donc ça, c'est les mêmes idées que j'avais déjà développées. Illustre, donc on peut passer aussi à la suivante. Voilà. C'est le moment des questions donc pour notre partie. Si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, professeur Klein. C'est les questions pour toute la présentation. Donc, la présentation touche à sa fin. Et merci beaucoup pour toutes ces techniques de communication. C'est très intéressant. J'espère que les pharmaciens vont pouvoir les utiliser, je ne vais pas dire correctement, mais en tout cas avec le plus de volonté possible pour pouvoir aider les patients à répondre aux questions et aux craintes qu'ils ont par rapport à la vaccination. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions dans le chat et j'invite également mes collègues à proposer leurs réponses parce que moi, je n'ai pas suivi le chat, évidemment. Je vais seulement l'ouvrir maintenant. Il y a une question, je pense, pour Monsieur Klein de Madame Barbet. Il est souvent plus difficile de convaincre des prestataires de soins qui sont contre la vaccination. De par leur position, ils influencent leur patientèle. Avez-vous des clés? Oui, donc c'est vrai que ça devient très difficile parce que la patientèle, évidemment, a confiance dans son prestataire de soins. Et donc, je n'ai pas comme ça une suggestion directe, mais ça, je pense que les principes sont les mêmes. Ces prestataires de soins, les seules personnes qui peuvent, eux, les convaincre sont des personnes en qui eux ont eux-mêmes confiance. Et donc, je pense que de nouveau être dans une logique de confrontation ne fonctionne pas. Donc, il faut arriver à trouver un environnement dans lequel on peut les écouter, ils peuvent se sentir respectés et on peut espérer éventuellement arriver à... Alors, je crois que faire changer d'avis, c'est quand même souvent très difficile. Hein. Donc, je dois vous avouer que là, je n'ai pas de réponse toute faite. Je suis un peu démuni face à cette question. Je suis désolé. Ouais. On peut déjà, comme vous le dites, utiliser les différentes approches que vous nous avez proposées, certainement, et peut-être que dans un entourage, comme vous dites, plus amical, plus confiant, peut-être dans un dialogue moins formel, peut-être aborder le sujet. Oui, c'est ça, il faut créer un terrain commun. Et donc, les stratégies sont un peu les mêmes, hein, leur demander pourquoi ils croient ça et travailler sur les sources d'information. Et donc, parfois, ça dépend un peu quelle est la posture de nouveau. Si on a des gens qui sont dans une posture radicale anti-vaccination et qui se considèrent vraiment comme quelque chose comme ça. Parfois, ça fait vraiment partie de l'identité de certaines personnes. Et donc là, c'est vraiment très difficile et je pense que souvent, il n'y a pas d'espoir. Des gens qui hésitent, qui sont à la marge, pour le moment, j'en vois beaucoup, qui ne savent pas trop quoi penser. Là, il y a moyen de dialoguer. Et comme moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, quand je ne suis ni pharmacien, ni médecin, etc., je n'ai pas eu l'occasion de discuter vraiment avec des médecins ou des prestataires de soins qui seraient hésitants. Et donc, je me demande, ceux avec lesquels vous interagissez sont vraiment radicalement opposés à la vaccination ou ce sont des gens qui sont éventuellement ouverts au dialogue, dans quel cas les techniques que je propose sont tout à fait applicables. Oui, ce qui est important, c'est de convaincre ceux qui hésitent. Hein. Ceux qui sont déjà décidés de ne pas se faire vacciner, c'est peut-être un combat déjà perdu d'avance. Voilà, exactement. J'ai ici une question de Madame Deveau qui dit « Dans les centres de vaccination, une des questions posées est quand même, pensez-vous à tomber enceinte en déant les 2 mois? N'est-ce donc pour l'instant pas contre-indiqué en attente de plus d'informations ?» Alors oui, c'est une question qui a été posée dans les centres de vaccination au début. Donc cette question a depuis été changée
parce que maintenant, quand on remplit son formulaire pour aller s'inscrire, il y a vraiment un petit questionnaire où il est mis « Si vous êtes enceinte, il n'y a aucune contre-indication pour se faire vacciner ». Parce que depuis, des études cliniques sont sorties, notamment chez Pfizer, où ils ont pu collecter des données sur 20 000 femmes enceintes et pouvoir prouver la sécurité des vaccins chez les femmes enceintes. Donc, il n'y a aucune contre-indication, il n'y a plus aucune contre-indication pour les femmes enceintes de se faire vacciner. Et ça a été aussi publié au Conseil supérieur de la santé, ici en Belgique. Pour d'autres questions. Je ne sais pas si mes collègues ont vu d'autres questions, mais... Il y a une question qui dit comment convaincre une patiente qui a eu une très mauvaise expérience avec un autre vaccin et qui panique vraiment à l'idée de se faire vacciner contre la Covid. Enfin, il y a plusieurs questions qu'on n'a pas vues. Il y a l'histoire du Big Pharma aussi. Est-ce qu'il y a des manières de réagir par rapport à ça? Ouais, ben donc sur la question du Big Pharma, donc là, on arrive dans les arguments complotistes. Hein. Et donc, c'est un travail souvent de longue haleine qui demande aussi de travailler sur ce terrain commun, de voir qu'est-ce qui leur fait croire ça. Mais on peut aussi essayer de mettre en exergue que les autorités de contrôle des médicaments sont totalement indépendantes, expliquer comment elles fonctionnent et des choses comme ça. Mais c'est un travail de longue haleine quand on est, je vous imagine, dans votre officine à devoir vous lancer là-dedans. Mais je pense que ça devient vraiment un travail de longue haleine. Parce qu'à partir du moment où on est dans ce genre de discours-là, on ne croit même plus aux statistiques de pharmacovigilance et des choses comme ça. Donc, on se croit que tout a été trafiqué. Donc, ça devient vraiment difficile même de convaincre sur les risques et des choses comme ça. Alors, une autre question sur comment convaincre une patiente qui a eu une très mauvaise expérience avec un autre vaccin et qui panique vraiment à l'idée de se faire vacciner contre la Covid-19. Donc, la comparaison... Là, j'ai répondu de voir avec un allergologue. Enfin, ça dépend un peu c'est quoi comme mauvaise réaction, mais si c'est d'avoir fait un malaise vagal, même si là, ce n'est pas du tout une contre-indication, un allergologue pourra la rassurer ou éventuellement voir ce qu'il faut faire. Après, mauvaise expérience, c'est un peu flou. Peut-être qu'on peut préciser. Il y a une question par rapport à une allergie croisée à la pénicilline également. Cela me semble étrange, mais y a-t-il un risque? Il n'y a pas de pénicilline dans les vaccins. Donc, à part si elle a vraiment fait un vrai choc anaphylactique, où là aussi, suite à un vaccin, on envoie vers l'allergologue, mais sinon, la pénicilline, ce n'est pas du tout une contre-indication. Pour des allergies, pas super sérieux, donc pas anaphylactique, on dit en général d'attendre une demi-heure après la vaccination à la place d'un quart d'heure. Mais pour le reste, ce n'est pas des contre-indications en tout cas. Je vois aussi une question, comment convaincre les patients ayant déjà contracté le Covid et se sentant déjà suffisamment immunisés? En fait, apparemment, le Covid va aussi attaquer les cellules B du système immunitaire et du coup, on n'est pas tout à fait sûr que l'histoire va être suffisant et que donc à une
nouveau rencontre avec le Covid, on est assez protégé. Oui, d'ailleurs, il y a déjà eu pas mal de cas de réinfection. Hein, donc, c'est pas parce qu'on a eu le Covid une première fois qu'on est protégé. Il y a aussi une question de quel type d'anticorps ont été développés lors du contact avec la Covid-19. Donc, on peut aller développer des anticorps A et une deuxième fois des anticorps B, tandis qu'avec la vaccination, ça a été prouvé que les anticorps développés étaient des anticorps un peu plus universels qui agissent contre certains variants. Et là, on a vraiment des données scientifiques et cliniques par rapport à ça. Si je peux intervenir sur ce sujet, les gens qui ont, quelque chose qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que les gens qui ont déjà été infectés ont tendance aussi à moins suivre les mesures sanitaires, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont protégés en quelque sorte. Et on pourrait imaginer la même chose pour les gens vaccinés qui aient la même réaction. Et donc, ça peut être éventuellement problématique pour la suite. La vaccination n'empêche pas de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions pour l'instant. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à revenir aussi sur le site coronavirus de l'APB, où on va mettre donc la présentation du webinaire de ce soir et également les outils qu'on vous a présentés, donc le fameux petit carnet. Et je vois est-ce qu'il va être imprimé par l'APB? Non, malheureusement non. Il va être disponible pour vous, donc c'est à vous de l'imprimer et de l'insérer dans une farde à anneaux ou un autre outil qui vous permettra de le présenter aux patients. C'est à vous à le faire. Il n'est pas disponible en allemand, mais on pourrait... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le traduire en allemand, mais si vous voulez contribuer à le traduire en allemand, je veux bien. Je ne suis pas encore germanophone, mais il y a moyen qu'on le rende disponible en allemand. C'est vrai que pour les patients germanophones, c'est aussi très important de l'avoir à disposition. Voilà, je pense qu'on peut clôturer ici. Je vais juste inviter Alain Chaspierre et Koen Stratmans pour un petit mot de la fin. Et puis, on terminera la soirée ici. Si c'est OK, Alain, je prends la parole. Oui, mais c'est ce que j'allais te proposer, Koen. Voilà, Comme merci. prévu. Merci à tout le monde d'être là ce soir. J'ai peut-être pour conclure, je ne vais pas vous retenir encore trop longtemps. J'ai noté quelques mots. Je vais citer 4 mots et je reviens tout de suite. Le premier, c'est épanouissement. Le deuxième, c'est fierté. Le troisième, c'est solidarité. Et le quatrième, c'est merci. Le premier, c'est épanouissement. Je pense qu'ici, en tant que pharmacien, pendant la crise Corona, et on l'a vu déjà dans plusieurs rôles qu'on assume, il y a un moyen de s'épanouir et de faire un job ultra important en tant que professionnel de soins de santé. Et je voulais le soutenir quand même. Vous vous formez, vous continuez à vous former à des webinaires et vous vous développez, et même en termes de psychologie et de motivation pour vos patients. Merci. Et le deuxième mot, c'est fierté. Fierté, soyez fiers dans votre officine de tout ce que vous accomplissez. Par le passé, pendant la crise, certainement aussi encore plus. On a déjà vécu pas mal de soucis, mais chaque fois, on surmonte et on arrive à se montrer comme un prestataire de soins digne de l'être. Et ayez confiance dans votre pouvoir, comme les orateurs ont dit, et dans votre puissance de conviction qui est du travail sur mesure, comme on le fait tous les jours dans nos officines. On a déjà le rôle au niveau de centres de vaccination, au niveau de coordination, coordinateur, préparateur et garant de la qualité. On a ici un rôle majeur à jouer au niveau de sensibilisateur.
Et je pense, je ne vous promets pas tout de suite, mais je pense qu'un jour, on sera également vaccinateur. Et vous vous formez pour cela aussi. Troisième mot, solidarité. Je pense que, voilà, et c'était un mot que je voulais retenir de cette soirée, c'est que essayer d'appuyer sans forcer les gens, comme on l'a entendu, et encore une fois sur mesure, et de s'appuyer sur la solidarité, parce que tout le monde a quelque part quand même cette aspiration d'arriver à la fin de cette pandémie. Et pour cela, on a besoin à convaincre de manière solidaire 70% au moins de la population et de préférence encore plus. Et pour terminer, bien sûr, merci. Je l'ai déjà dit, merci pour tout ce que vous accomplissez tous les jours à la pharmacie, encore des missions qui vont venir, qui ne seront pas évidentes. Hein. Je pense aux autotests sur lesquels on aura encore un webinaire qui sera organisé ce vendredi-ci à midi. Il y aura encore des missions où vous allez être challengés. Et je tiens aussi à remercier les coupoles des pharmaciens ici présents, l'AUP, le VAN côté néerlandophone, l'UPB côté Bruxelles, l'OFACO et l'APB. Je tiens à remercier tous les collègues qui ont travaillé déjà pendant toute la crise ensemble, de toutes les unions professionnelles et les unions locales. Et je vais citer quelques noms, mais je ne serai sans doute pas exhaustif. Je tiens à remercier les orateurs de ce soir et je remercie spécialement Stéphane, Charline, Marc, Manon, Joris, Magali, Tom, Marek, Nicolas, Alain, Anne, El Hassan, Yann, Hervé, François, Georges, Luc, et je vais m'arrêter là. Il y a tellement de gens à remercier. Continuez à travailler dans ce sens-là parce que il y a des gens qui apprécient votre travail et que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout récemment, entre autres notre roi et la reine, qui sont venus nous soutenir à une pharmacie fin février. Et ils sont fiers de ce que vous accomplissez dans le combat contre la crise, mais même au-delà. Et notre ministre de tutelle, que j'ai eu le plaisir de rencontrer très rapidement lundi, pas ce lundi-ci, mais le lundi d'avant, et qui nous considère quand même totalement différent par rapport à il y a 20 ans, où il était aussi ministre de tutelle. Et je pense qu'il y a un futur riche d'épanouissement et de bonne augure pour le métier, mais aussi pour nos patients. Merci. Merci Koen. Moi, je veux juste remercier les deux intervenants externes, Vincent Iserbit et Olivier Klein, parce que c'est vraiment très chouette qu'ils aient accepté de participer à ce webinaire sur la sensibilisation. Ils ont pu amener un angle très intéressant et donc bravo de vous être impliqués et d'avoir fait cette présentation et merci beaucoup. Ça nous aide, je crois, à avoir quelques clés, quelques ressorts, comme vous avez dit, pour la pratique officinale. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir. Je pense qu'on peut clôturer ici. Merci beaucoup et très très bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.